Maman a dit, on fait Thanksgiving juste avec les enfants bien élevés. La tienne peut sauter son tour cette année. Ma fille s'est mise à pleurer. J'ai répondu par texto, compris. J'annulerai ma carte pour l'événement. Il continuait à rire, à envoyer des selfies à table, totalement inconscient de ce qui allait se passer ensuite. Le texto est arrivé pendant que je pliais le linge. Pas de salut, pas de contexte, juste une seule phrase de ma mère qui m'a figé, nous fêtons Thanksgiving uniquement avec les enfants qui se comportent bien. Ta fille peut sauter son tour cette année. J'ai regardé l'écran, l'ai relu plusieurs fois, espérant avoir raté quelque chose. Une faute de frappe, une blague. Mais non, c'était clair. C'était tout. Eva était assise en tailleur sur le sol à côté de moi, découpant des formes dans du papier de construction. Elle faisait des feuilles en papier pour l'arbre de gratitude qu'il faisait à l'école. Elle m'en a tendu une et a dit qu'elle était reconnaissante pour les biscuits de grand-maman. Puis elle a levé les yeux et a vu mon visage. Elle a demandé si grand-maman venait pour Thanksgiving. Je lui ai dit non. Puis, sans même le vouloir, je lui ai montré le texto. Elle l'a lu, n'a rien dit au début. Puis elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Et puis elle s'est juste mise à pleurer. Doucement au début, comme si elle essayait de ne pas être un fardeau. Et puis plus fort. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Je n'ai pas ressenti de la colère, mais quelque chose de plus profond. Une sorte de compréhension permanente qu'une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus la dévoir. Mes parents ne l'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais essayé. Et peut-être qu'ils ne m'ont jamais voulu non plus. Pas vraiment. Juste la version de moi qui ne les remettait pas en question. Celle qui était d'accord avec tout. La fille obéissante. Celle qui n'arrêtait pas de donner. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assise avec Eva jusqu'à ce qu'elle se calme. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai répondu par texto, compris. J'annulerai ma carte pour l'événement, parce que oui, tout ce dîner de Thanksgiving, la dinde, le traiteur, le vin, les petits centres de table d'herbe que ma mère faisait semblant d'avoir arrangé elle-même, tout ça, c'était à mes frais. Je payais pour ça depuis 3 ans sans jamais demander de reconnaissance. Je gagnais bien ma vie en tant que consultante et ça ne me dérangeait pas d'aider. Mais soudain, le fait que j'avais payé pour toutes les fêtes alors que mes parents avaient des favoris, ça m'a fait me sentir idiote. J'ai tout annulé. Chaque plat, chaque livraison, chaque service, sans préavis, sans explication, j'ai juste tout arrêté. Je ne leur ai rien dit d'autre. Le matin de Thanksgiving, j'ai fait des crêpes avec Eva, et nous sommes restés en pyjama toute la journée. Vers 11h, la conversation de groupe a commencé à s'agiter. Des photos de la décoration de la table, tout le monde habillé chic. Ma mère a posté une photo de la salle à manger vide avec une légende du genre « On attend juste le festin ». Ils n'avaient toujours rien compris. Puis sont arrivés les selfies. Mon frère Ben souriant à côté de mon père, tous les deux avec des bières. Ma belle-sœur faisant un boomerang d'elle et de ma mère trinquant. Ils en ont envoyé un où ils trinquaient à « La famille qui se comporte bien ». La légende était évidente et cruelle. Personne n'avait encore remarqué que la nourriture n'arrivait pas. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis mon téléphone en silencieux et les ai laissés profiter de l'illusion. À 14h45, Ben a envoyé un texto, et « La nourriture devait arriver plus tard cette année ou bien ?» Et quelques minutes plus tard, une autre mère dit que rien n'est arrivé. Elle panique. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas besoin de le faire. Ce soir-là, Eva et moi avons mangé de simples sandwichs à la dinde de l'épicerie du coin et avons regardé « Princess Bride » sous une couverture. C'était probablement le Thanksgiving le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Mais ce n'était que le début. Parce que ce que ma famille ne savait pas encore, ce qui se dénouait discrètement en coulisses, c'était que la maison dans laquelle ils étaient assis à boire du vin et à rire n'était plus vraiment la leur, et qu'ils allaient bientôt avoir besoin d'aide. Le premier signe est apparu le lundi après Thanksgiving. J'étais en réunion quand Ben a appelé 2 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivé un texto de lui, et « Tu es libre pour parler ?» C'est important. Ça n'a rien à voir avec Thanksgiving. Je l'ai ignoré. 1 heure plus tard, ma mère a appelé, puis mon père, puis Ben à nouveau. C'était comme s'ils se souvenaient soudain que j'existais, et pas seulement pour payer le dîner. Ce soir-là, j'ai finalement consulté ma messagerie vocale.
Le message était de ma mère, et elle avait l'air bizarre, pas en colère, pas froide, juste fatiguée. Elle a dit qu'ils avaient un problème avec la banque et qu'ils avaient besoin de discuter d'une aide temporaire à cause d'un problème avec l'hypothèque. C'est tout ce qu'elle a dit, mais je savais déjà de quoi il s'agissait. 3 mois plus tôt, j'avais reçu une lettre chez moi qui leur était adressée. Elle venait d'une coopérative de crédit dont je n'avais jamais entendu parler. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur, mais quand je l'ai ouverte, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un prêt, qu'ils avaient co-signé avec Ben pour une voiture, une toute nouvelle BMW. La lettre disait qu'ils étaient en retard sur les paiements et que la propriété utilisée comme garantie était leur maison. J'avais appelé ma mère à ce sujet quand elle était arrivée. Il l'avait balayé d'un revers de main, disant que c'était réglé et que je ne devais pas m'inquiéter. J'ai laissé tomber. Je n'aurais pas dû. Au moment où ils m'ont contacté après Thanksgiving, il était clair que rien n'avait été réglé. Le prêt était en défaut de paiement. La banque avait engagé une procédure de saisie de la maison à moins que la dette ne soit réglée dans les 30 jours. Je ne leur ai pas répondu tout de suite. J'ai gardé l'information pendant 3 jours pendant qu'ils continuaient à appeler, à envoyer des textos, à essayer différentes approches. Mon père m'a envoyé un long message sur le fait que la famille reste soudée et qu'il savait que je ne laisserais pas une chose aussi petite tout gâcher. Petite. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Perdre la maison dans laquelle mes parents avaient vécu pendant 27 ans. Celle où j'ai grandi. Celle qu'ils avaient utilisée comme garantie pour la deuxième voiture de mon frère en 2 ans. Pendant ce temps, ils avaient traité Eva comme si elle était une étrangère qu'ils étaient forcés de tolérer. C'est bizarre les acrobaties mentales que les gens font quand ils sont convaincus qu'ils n'ont jamais tort. Mes parents ne voyaient sincèrement aucun lien entre ce qu'ils avaient fait à ma fille, à moi, et le fait que je ne me sentais plus obligé de les sauver. Mais au final, j'ai quand même aidé. C'est la partie à laquelle je pense encore parfois. J'ai viré l'argent directement à la coopérative de crédit et je leur ai envoyé une preuve de paiement. Je ne leur ai pas dit que je l'avais fait. Je les ai laissés suer encore quelques jours, puis la lettre de la banque est arrivée disant que la procédure de saisie était annulée. C'est à ce moment-là qu'ils ont appelé à nouveau, tout sourire et gratitude. Maman a même dit qu'elle voulait emmener Eva faire du shopping pour Noël. Comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Je voulais croire qu'ils avaient changé. Je le voulais vraiment. Peut-être que j'avais besoin d'y croire. Alors, j'ai laissé Eva partir avec elle, pensant que c'était peut-être un tournant. Ce n'était pas le cas, car ce qui s'est passé ensuite a confirmé quelque chose que j'avais toujours essayé de ne pas croire, que ma fille était invisible pour eux, et qu'ils ne se souciaient même pas de le cacher. Ils sont venus chercher Eva pour la virer shopping un dimanche après-midi. Elle était tellement excitée qu'elle portait ses petites bottes à paillettes même si elle lui donnait des ampoules. Elle n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre pour être sûre de ne pas les rater. J'ai failli tout annuler à la dernière minute. Je n'y faisais pas confiance. Ce changement soudain, la façon dont ma mère était à nouveau chaleureuse et souriante, comme si elle n'avait pas dit ce qu'elle avait dit quelques jours auparavant. Mais Eva avait déjà préparé un petit sac avec son argent de poche et une liste d'idées de cadeaux. Elle a même dessiné un petit cœur à côté du nom de grand-maman. Alors, je l'ai laissé partir. Je me suis dit qu'ils essayaient peut-être, que la peur de la maison avait peut-être ouvert quelque chose en eux. Ils sont partis pendant 4 heures. Quand elle est revenue, elle n'a pas dit un mot, elle est juste allée directement dans sa chambre et a fermé la porte. Ma mère a à peine établi un contact visuel quand elle l'a déposé, a dit que le centre commercial était trop bondé pour trouver grand-chose. Puis elle est partie comme si elle avait hâte de s'en aller. J'ai frappé à la porte d'Eva, je me suis assise avec elle sur le lit et j'ai demandé comment ça s'était passé. Elle m'a tendu un sac en papier avec un petit porte-clés dedans. Un petit bonhomme de neige en caoutchouc. C'est tout ce qu'ils lui ont acheté. J'ai demandé si quelque chose s'était passé. Elle a haussé les épaules, a dit non, a dit qu'elle était fatiguée. Mais plus tard dans la nuit, je l'ai trouvée en train de pleurer dans son oreiller. Pas fort, juste doucement, des sanglots étouffés. Elle m'a finalement dit ce qui s'était passé. Il n'était pas allé faire du shopping pour elle. Il l'avait emmenée au centre commercial pour acheter des cadeaux à ses cousins. Ma nièce, mon neveu et le nouveau bébé de mon frère. Eva les a regardés choisir des vêtements, des jouets et même un bracelet en or pour que le bébé grandisse avec. Quand elle a demandé si elle pouvait avoir un petit jouet, ma mère lui a dit « Tu n'auras rien. On a déjà trop dépensé. » Elle a dit « Ma mère n'arrêtait pas de parler de vrais petits-enfants pendant qu'ils faisaient leurs achats.
Eva n'a pas compris ce que cela voulait dire au début, mais quand ils se sont assis à l'aire de restauration, elle a entendu mon père dire, au moins, on n'aura pas à s'inquiéter qu'elle fasse des scènes en public cette fois-ci. Elle n'a pas pleuré devant eux. Elle n'a pas posé de questions. Elle est juste restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas à cause de la colère, mais à cause de ce chagrin froid et vide. Je ne savais pas comment expliquer. Il m'a alors frappé que cela n'allait pas changer. Il n'y aurait pas de tournant, pas de moment où il la verrait soudainement comme je la voyais. Peu importait ce que je remboursais ou la grâce que je leur accordais. Ils ne l'aimaient pas. Ils ne l'ont jamais aimé. Je ne leur ai rien dit tout de suite. Je les ai laissés croire qu'ils s'en étaient tirés. J'ai attendu parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas de me venger. Il s'agissait de faire une rupture nette, qu'ils ne verraient pas venir. Et quand ils reviendraient vers moi, et je savais qu'ils le feraient, je serais enfin prête. 2 semaines avant Noël, mon père s'est présenté à ma porte sans prévenir. Pas d'appel, pas de texto. Il a juste frappé comme il le faisait quand je vivais encore sous son toit et que je n'avais pas d'autre choix que de répondre. J'ai ouvert parce que je voulais voir son visage. Je voulais voir s'il avait honte. Il ne l'avait pas. Il a souri comme si de rien n'était, comme si Thanksgiving n'était qu'un petit malentendu et que la virée au centre commercial d'Eva s'était merveilleusement bien passée. Il a même demandé comment allait la petite, comme s'il ne se souvenait pas de son nom sur le moment. Puis il en est arrivé au fait. Il a dit qu'ils avaient à nouveau besoin d'aide. Je n'ai rien dit et j'ai attendu. Apparemment, la maison n'était pas la fin de tout. La BMW qu'ils avaient achetée à Ben avait accumulé des amendes, des violations de péage, des contraventions impayées et des problèmes d'assurance, le tout au nom de mon père. Et maintenant, le DMV menaçait de suspendre son permis à moins que le solde ne soit réglé immédiatement. Il a dit que ce n'était pas la faute de Ben, que les avis étaient envoyés à une ancienne adresse, que le système était injuste envers les familles qui traversent des moments difficiles. Je n'ai fait que le regarder. Il a dit que cela ne prendrait que quelques milliers, que j'avais déjà aidé auparavant, et qu'ils étaient si reconnaissants. Il a même plaisanté en disant que je devrais considérer cela comme un héritage anticipé. C'était ça. C'était exactement le moment où cela s'est produit. Quand j'ai senti quelque chose se briser si nettement à l'intérieur de moi, c'était presque paisible. Je lui ai dit, non, pas, je vais y réfléchir, pas, parlons-en plus tard, juste, non. Il a cligné des yeux, confus, comme si le mot n'avait aucun sens venant de moi. Puis il s'est tué et a dit, nous sommes une famille, Grace. On ne tourne pas le dos à sa famille. Je lui ai demandé calmement si Eva comptait comme famille. J'ai observé la façon dont il n'a pas répondu tout de suite. La façon dont il s'est agité, a baissé les yeux, a essayé de faire avancer la conversation sans reconnaître la question. Ce silence m'a tout dit. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi pour qu'Eva n'entende pas. Je lui ai dit que c'était la dernière fois que nous allions avoir ce genre de conversation, que lui et maman devaient arrêter de faire semblant de ne pas avoir passé les 10 dernières années à s'assurer que ma fille sache qu'elle était une étrangère. Il a dit que je déformais les choses, que j'étais trop sensible. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je lui ai juste dit de partir. Il est resté là pendant encore 10 secondes comme s'il attendait que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Il est parti sans dire au revoir. Un jour plus tard, ma mère a envoyé un texto, une seule ligne, « Nous avons toujours su que tu nous punirais de ne pas avoir aimé ton erreur. » Je l'ai regardé fixement pendant longtemps. Il ne l'avait jamais dit ouvertement auparavant. Il n'avait jamais appelé Eva ainsi. Mais c'était là, par écrit, indéniable, le rejet silencieux qu'il livrait depuis des années, finalement éplé comme un aveu complet. Et pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué les numéros de téléphone de mes parents sans hésitation. Tous les numéros, tous les réseaux sociaux. J'ai bloqué Ben et sa femme aussi. J'ai tout arrêté parce que cette fois, ce n'était pas une rupture. C'était permanent. Après avoir bloqué leurs numéros, il y a eu le silence pendant près de 2 semaines. C'était étrange au début, ce silence, pas de textos, pas de messages vocaux remplis de culpabilité, pas de messages passifs-agressifs sur Facebook à propos des enfants ingrats. Je m'attendais à ce que quelque chose passe à travers. Une lettre, un coup, un ami commun essayant de jouer les médiateurs, mais rien. Ce n'était pas la paix. Pas encore. Juste une pause. Et puis, juste après le nouvel an, le silence s'est brisé. Cela a commencé avec ma tante,
la sœur de ma mère, qui m'a appelé depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé passer l'appel vers la messagerie vocale. Elle a laissé un message disant qu'elle ne voulait pas s'immiscer, mais que mes parents n'allaient pas bien et que je devrais avoir de la compassion. Elle ne savait pas pour le texto. Elle ne savait pas ce que ma mère avait dit à propos d'Eva. Ce mot, erreur, résonnait encore dans ma tête comme s'il était gravé sur quelque chose. Je ne l'ai pas rappelé. Puis est arrivé un courriel de Ben. Juste 3 mots dans la ligne d'objet, nous avons besoin d'aide. Je ne l'ai pas ouvert, mais 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère. Elle faisait 5 pages. La plupart étaient remplies d'explications alambiquées. Pas tout à fait des excuses, plutôt des excuses habillées de sentimentalité. Elle a dit qu'ils avaient du mal à se connecter avec Eva parce qu'elle ne se sentait pas comme le reste de la famille. Elle a dit qu'ils n'étaient pas prêts à être grands-parents quand elle est née, qu'ils travaillaient sur leurs sentiments et qu'ils avaient fait des erreurs en cours de route. Des erreurs, pas des abus, pas de l'exclusion, juste des erreurs. Elle a écrit que la famille était compliquée, mais que ce qui importait le plus, c'était de rester soudés quand les choses se compliquent. Puis, vers la fin, elle a finalement dit de quoi il s'agissait vraiment. La maison était toujours en difficulté. Le paiement que j'avais fait auparavant n'avait pas réglé le problème plus important. Apparemment, il y avait une deuxième hypothèque dont je n'étais pas au courant, et la banque avait recommencé la procédure. Cette fois, il n'y avait pas de délai de 30 jours. Ils avaient déjà manqué trop de délais. La maison allait être mise aux enchères dans 45 jours, et elle voulait que je la sauve. Elle a écrit que la maison était notre héritage, que c'était là où j'avais grandi et où Eva pourrait un jour amener sa propre famille, que je ne devais pas laisser mes émotions obscurcir mon jugement, qu'elle espérait que je serais plus grande que ça. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée et l'ai mise dans un tiroir, pas pour la garder, juste parce que je ne voulais pas qu'Eva la voie à la poubelle. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Eva. Je lui ai dit que nous ne verrions plus grand-maman et grand-papa. Je lui ai dit que certaines familles ne traitent pas toujours les gens comme elles le devraient, même quand elles disent les aimer, et qu'il est normal de s'éloigner des gens qui continuent à vous blesser, même s'ils partagent votre sang. Elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit non, que la seule chose qu'elle ait jamais faite, c'était d'exister, et que parfois c'est suffisant pour effrayer les gens qui ne savent pas aimer correctement. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et a demandé si nous pouvions faire quelque chose de spécial pour le dîner. J'ai dit oui. Nous avons fait des spaghettis. Nous avons mis de la crème fouettée sur des brownies achetés en magasin. Nous avons regardé un film et nous nous sommes couchés trop tard pour une nuit d'école. Et pendant qu'elle dormait, je l'ai enfin ressenti. Ce calme que j'attendais, il était arrivé. 3 semaines avant que la maison ne soit mise aux enchères, ils se sont présentés. Tous les deux. Je n'avais pas vu mes parents en personne depuis la dernière conversation avec mon père sur le porche. Et maintenant, ils étaient là, debout à ma porte d'entrée comme si on était encore en 2007 et qu'ils avaient le droit d'entrer dans ma vie sans prévenir. Je n'ai pas ouvert. J'ai regardé un moment à travers le Judas. Ma mère tenait un dossier probablement rempli de documents ou d'estimations ou de tous les papiers qu'ils pensaient pouvoir me convaincre de jouer à nouveau les sauveurs. Mon père avait l'air plus vieux, comme si le poids de tout avait finalement commencé à se voir sur son visage. J'ai attendu. Ils ont sonné à nouveau. Frappé. Puis ma mère a crié mon nom à travers la porte. C'est alors qu'Eva est descendue dans le couloir. Elle a demandé si elle devait ouvrir. Je lui ai dit non. Juste comme ça. Pas de longue explication. Pas besoin. Je l'ai ramenée à l'étage et j'ai mis de la musique dans sa chambre pour qu'elle n'entende pas. Au moment où je suis redescendu, ils étaient toujours dehors. Alors, j'ai ouvert la porte, juste la moustiquaire. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, j'ai dit une chose, vous pouvez arrêter de demander. C'est fini. Ma mère a essayé de dire quelque chose à propos de la banque, à propos du fait que je ne comprenais pas toute l'histoire, à propos du fait qu'ils avaient pris des mesures pour arranger les choses. Mon père s'est tu cette fois, il s'est juste contenté de regarder le sol comme s'il savait déjà comment cela allait se terminer. Je leur ai dit que je me fichais des mesures qu'ils avaient prises. Je leur ai rappelé qu'ils étaient prêts à laisser ma fille se sentir comme une merde pour qu'ils puissent continuer à faire semblant que nous étions toujours une famille parfaite. Je leur ai dit que j'avais essayé, que j'avais aidé quand je n'aurais pas dû le faire, que je leur avais donné toutes les chances. Et ils ont utilisé tout ça, chaque dollar, chaque once de confiance, pour blesser la seule personne qui ne leur avait jamais rien fait,
si ce n'est d'être né du mauvais parent. Ils n'ont pas discuté ça. Pas parce qu'ils étaient d'accord, parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de réplique cette fois. Ma mère m'a demandé si je pouvais au moins envisager de laisser Eva écrire des lettres un jour pour qu'elle ne nous oublie pas. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, vous avez fait en sorte qu'elle ne vous oublie jamais. Puis j'ai fermé la porte. La maison s'est vendue exactement 19 jours plus tard. Je n'ai pas regardé la vente aux enchères, je n'ai pas vérifié l'annonce. Je ne connaissais la date que parce que ma mère l'avait griffonnée dans le coin de la lettre qu'elle avait envoyée. Ils ont emménagé chez Ben la dernière fois que j'en ai entendu parler, ce qui avait du sens. Il a toujours été leur préféré. Peut-être que maintenant il pourrait être leur bouée de sauvetage aussi. Eva n'a plus posé de questions à leur sujet. Pas même une seule fois. Je ne lui ai jamais tout dit. Pas tous les morceaux moches. Juste la vérité dont elle avait besoin. Que nous ne laissons pas les gens garder une place dans nos vies juste parce que nous partageons de l'ADN, que l'amour se prouve, et ne se doit pas. Parfois, je suis encore tenté de prendre de leurs nouvelles. Je ne le fais jamais, car pour une fois, je n'ai pas seulement fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai jeté la clé.